Bonsoir et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Comme chaque vendredi, Chaque Voix compte, c'est en public. Alors d'abord, un grand merci déjà à vous d'être avec moi ce soir pour parler de vous, de nous, du monde tel qu'il va, puisque ce soir, on va parler de la colère agricole, alors que les agriculteurs manifestaient de nouveau aujourd'hui. J'ai autour de moi des agriculteurs, des enseignants en lycée agricole, des étudiants en agronomie. Tous ont beaucoup de questions à poser et attendent des réponses de la part de nos trois invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Alexandre Nicolic, eurodéputé RN. Bonsoir à vous et merci d'être là. À vos côtés, Éric Martineau, député Les Démocrates de la Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu de vos champs de pommes que vous cultivez dans la Sarthe pour répondre à notre public ce soir. Et puis je salue également David Cormand, eurodéputé écologiste. Bonsoir, bonsoir. Et merci d'être là. Avec moi ce soir, Mariette Darigrand. Bonsoir, chère Mariette. Bonsoir à vous. Mariette est sémiologue. Mariette interroge le sens des mots. Elle intervient à tout moment dans l'émission, donc surveillez votre langage, mesdames et messieurs. Et puis Mariette, vous avez voulu en particulier ce soir nous parler du mot, ou plutôt de l'expression de la semaine. Oui, ce sont deux mots, exécution provisoire, un peu compliqué, mais on va s'y retrouver. Et ça nous dit quelque chose, et je ne doute pas que cela fera réagir à la fois notre public et nos invités tout à l'heure. Voilà pour le menu du soir, a priori, puisque cette émission, c'est vous qui allez la faire en réalité. Je compte sur vous. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte en public. C'est parti. À la Sainte Reine, sème tes graines. À la Sainte Inès, travaille sans cesse. Qui n'a pas semé à la Sainte Croix, au lieu d'un grain, en mettra 3. Saint Jérôme venu, sort ta charrue. Pourquoi commencer cette émission par ces 4 dictons du mois de septembre? Eh bien parce qu'ils nous disent combien c'est un mois de labeur pour les agriculteurs et que beaucoup ont fort à faire en ce moment dans leurs champs. Pour autant, ils étaient quand même des milliers à manifester aujourd'hui à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Les raisons de leur colère sont nombreuses. La journée a commencé avec des tracteurs devant le château de Versailles notamment. Reportage signé Clément Perrault. Devant le château de Versailles, dans le centre-ville de Dijon, sur les ronds-points de Haute-Garonne, le long des routes de Touraine. La colère agricole n'est pas éteinte. Ce matin, elle ressurgit à l'initiative de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Dans le viseur, le fameux Mercosur, traité de libre-échange entre la France et l'Amérique du Sud. Les agriculteurs crient à la concurrence déloyale, leurs homologues sud-américains n'étant pas soumis aux mêmes normes sanitaires et environnementales. On ne peut pas importer du Brésil des poulets aux hormones ou l'utilisation d'accélérateurs de croissance dans la viande bovine est interdit en France et en Europe depuis plus de 25 ans. Et dire que ce n'est pas un problème de faire du commerce, voilà. Mais où en est-on exactement du Mercosur? L'Union européenne vient de lancer le processus de ratification. Le projet de texte présenté par la Commission a été amendé à la demande notamment de la France. Il contient désormais des clauses de sauvegarde. Elles permettront de réintroduire temporairement des droits de douane ou des restrictions en cas d'afflux massif d'importations qui menaceraient une filière. Le texte de ratification doit maintenant être approuvé par les États membres, puis le Parlement européen. L'entrée en vigueur pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Au-delà du Mercosur, les agriculteurs dénoncent une hausse globale des produits importés dans l'assiette des Français et une production nationale en baisse. Pour la première fois depuis 1978, la France s'apprête à voir sa balance commerciale agricole basculer dans le rouge. Sur les seuls 7 premiers mois de l'année, elle tombe même à 361 millions d'euros. Sur la même période, elle s'élevait à 4,6 milliards en 2024, un décrochage inédit. Voilà les termes du débat de ce soir qui sont posés. Et je voudrais vraiment commencer par vous entendre sur ce point. On va donner la parole à Marie pour commencer. Marie, vous êtes cultivatrice dans l'Aisne, vous êtes agricultrice FNSEA. Que redoutez-vous, vous, avec cet accord sur le Mercosur? Écoutez, moi je voudrais déjà, je vais répondre à votre question, mais je voudrais qu'on se redise un peu les choses. Aujourd'hui, la ferme France, elle est en train de vaciller. Qu'est-ce qui se passe? La ferme France, elle repose sur 3 piliers, l'économie, l'environnement, le social.
Sur l'économie, il n'y a plus de rentabilité aujourd'hui. C'est-à-dire que les charges augmentent. Elles augmentent parce que les réglementations sont de plus en plus absurdes, parce qu'il y a une pression fiscale qui est bien trop importante, et parce que on est soumis au prix des marchés internationaux. Donc en fait, on est pris en étau entre des charges qui augmentent et des prix qui diminuent. Donc à un moment donné, sur le plan économique, les fermes ne tiennent plus. Sur le volet environnemental, il ne vous a pas échappé qu'il y a des aléas climatiques de plus en plus importants avec des grandes variations. Et on se retrouve face, encore une fois, à des réglementations qui nous interdisent ou qui nous limitent dans nos moyens de production. Donc aujourd'hui, on a besoin d'eau, on a besoin de génétique, on a besoin d'intrants. Et en fait, on est face à des réglementations qui, de plus en plus, nous mettent des freins au lieu de nous aider à produire. Ça, c'est le deuxième volet environnemental. Et le troisième volet, il est social. En 2030, il y a la moitié de la population agricole qui va prendre sa retraite. Et nous, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de repreneurs. On ne fera pas de l'agriculture et de la production agricole sans agriculteurs. Ou alors, c'est vraiment une agriculture dont je pense aujourd'hui, personne ne veut. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ça ? Et ce que je voudrais ajouter, c'est que en perdant la souveraineté alimentaire de la France, on ne perd pas que la souveraineté alimentaire de la France. On perd la France, on perd une souveraineté globale. On se met en danger. Je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire qu'il y a une situation géopolitique extrêmement tendue aujourd'hui. Est-ce qu'on veut vraiment dépendre des marchés internationaux, de la Russie pour le blé, de l'Ukraine pour le poulet et du Brésil pour le sucre ? Je dis des trois choses qui ne sont pas des caricatures, qui sont des réalités aujourd'hui de nos marchés de matières premières agricoles. Et c'est quand même un drame parce qu'on est capable de le faire. Voilà. Donc, est-ce qu'on veut délocaliser au point de tout perdre en France ? Moi, c'est ça ma question aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, pour les députés, pour l'Assemblée nationale, quelle est la priorité pour sauver, comment on va sauver l'agriculture française ? Et encore une fois, en sauvant l'agriculture française, d'une certaine manière, on sauve la France. Alors, on va poser la première question au député, Éric Martineau, puisque vos deux voisins sont eurodéputés. Éric Martineau, vous entendez la colère, la détresse, j'ai envie de dire, de Marie ? Complètement. Alors non seulement je l'entends, mais je la partage. C'est pourquoi on peut quand même se poser des questions, parce qu'on l'a vu avec les débats, enfin depuis janvier 2024, les premières grèves d'agriculteurs, parce que, comme vous l'avez dit en introduction, je suis aussi agriculteur, donc je sais de quoi je parle quand on parle de baisse de revenus, de concurrence déloyale, d'importation, et voire même de baisse de production. Il faut savoir que moi, je me suis installé en 90, donc aujourd'hui, la France, elle a réduit, par exemple, sa production de pommes de plus de moitié par rapport à 1990. Alors ok, on exporte encore beaucoup, mais une chose est certaine, notre production, elle régresse continuellement. Et si elle baisse, c'est parce que oui, on a des concurrences au niveau des charges, au niveau des interdictions que l'on a uniquement en France, mais là où ça interroge, et on ne va pas refaire le débat sur la loi visant justement à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Mais là, il y a une vraie question qui, pour moi, est posée à tout le monde, et que chacun ne soit pas hypocrite, parce que quel prix on veut mettre dans notre alimentation, en clair ? Parce que si... La base, elle est là. Pour moi, c'est le vrai débat, il est là. Est-ce qu'on doit réserver une alimentation saine, accessible à tous ? Moi, je dis que oui. L'agriculture française le permet aujourd'hui. Si demain, on laisse tout rentrer par nos concurrents, une autre agriculture que nous, les Français, nous interdisons à nos agriculteurs français de faire, ok, mais ça veut dire que il faudra savoir se passer des agriculteurs qui entretiennent quand même le paysage. Lorsqu'il y a des feux, des incendies et compagnie, on est bien heureux de les trouver. Eh bien, j'aimerais bien qu'on puisse pouvoir travailler à normes. Mais c'est l'agriculteur qui parle ou c'est le député ? Parce que pour le coup, vous avez un pouvoir aussi. Eh bien, complètement, mais je l'ai défendu. Alors, je regrette qu'il n'y ait pas eu de débat, c'est vrai, en hémicycle. On l'a eu la semaine dernière en commission des affaires économiques pour étudier la pétition, par exemple, qui a recueilli plus de 2 millions de voix. Sur la loi du plomb ? Sur la loi du plomb. Alors, j'aime pas nommer la personne, je préfère lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. C'est un peu plus long, mais ça en dit le fond de cette loi. Parce que lorsqu'on parle de simplification pour les entreprises, pour l'industrie, pour tout le monde veut de la simplification, sauf pour les agriculteurs. On l'a vu avec cette pétition, et moi ce que je regrette, c'est qu'il y a eu une autre pétition d'Olivier Lehé, la 3109, qui n'a recueilli, elle, que 1300 voix.
Et c'est un peu dommage, parce qu'elle tire les conclusions de la pétition qui a recueilli les 2 millions. C'est-à-dire qu'on ne veut pas produire ce qu'on veut importer. La difficulté, elle est là. Et la réalité, c'est qu'on ferme les yeux. On ne veut pas ou on ne peut pas. Elle citait le poulet ukrainien. D'ailleurs, bon, il y a des idées reçues un peu sur le poulet ukrainien. Le poulet qu'on importe le plus en France, c'est du poulet polonais. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'importer tant de poulet, par exemple? Mais sur les pommes, c'est exactement pareil. En France, on importe énormément de pommes polonaises qui sont produites avec des produits interdits en France. Et donc, l'acétamipride, on ne va pas relancer le sujet sur pour ou contre l'acétamipride. Et je suis même un peu inquiet que même il n'y ait pas, et chez les journalistes, des gens qui se posent la question, parce que le produit est interdit depuis le 2018 en France, par quoi on l'a remplacé? Parce qu'aujourd'hui, on y arrive. On fait autrement, avec autre chose, pas dans les mêmes conditions. Je crois qu'il y a parmi vous un cultivateur de betteraves, non? Alors, est-ce que vous pouvez prendre un micro? Alors, typiquement, vous êtes directement concerné. On va faire quand même cette parenthèse sur l'acétamipride. Par quoi vous l'avez remplacé? Eh bien, je vais remplacer par un traitement de biocontrôle et 3 insecticides qui sont peu efficaces, qu'on a par dérogation. Et j'ai reçu, il y a un mois, une personne de l'INRA envoyée par Matignon et qui était surpris que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on nous donne de Paris des solutions, mais en fait qui ne fonctionnent pas. Et on se retrouve dans des situations où on a nos rendements et nos capacités de production qui chutent. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus exporter, qu'on n'arrive plus à sortir des revenus. On fait des années catastrophiques. Quand elle n'est pas catastrophique, elle est bonne, mais on ne fait plus d'excellentes années pour combler les années qui ont été catastrophiques. Je suis administrateur d'un centre de gestion qui est les Serres France, qui est le centre de gestion des agriculteurs. On a sorti nos observatoires la semaine dernière. Globalement, il y a toutes les productions qui sont dans le rouge et qui sont dans difficulté de trésorerie énorme parce que ça fait 3 ans qu'on cumule notre perte de compétitivité. C'est ça le problème. La solution pour l'agriculture française, les agricultures françaises, je mets toutes les agricultures, qu'elles soient bio, conventionnelles ou régénératrices ou HVE, on a besoin d'être compétitifs. Et pour être compétitif, il nous faut des charges qui soient maîtrisées. Donc il nous faut libérer de normes qui sont d'une ancienne agriculture pour aller vers une nouvelle agriculture. Et on a besoin de cette liberté pour trouver des nouvelles solutions. Il nous faut des rendements. Si on n'a pas d'eau pour produire, moi je suis en région de Beauce, on a des sols superficiels, on a une richesse qui est l'eau et qui nous permet d'avoir des diversités de cultures sur nos exploitations. Et sans eau, on a eu une sécheresse quand même importante cette année, et bien on n'arrive plus à avoir ce niveau de production. Et puis le troisième critère, pour être compétitif, il nous faut des prix. Il nous faut des prix qui nous permettent de tirer des revenus. Et ces prix doivent aussi permettre aux gens de manger. On nous a fait rêver d'avoir une agriculture à haute valeur environnementale ou même bio, d'augmenter les surfaces. On a vu tout de suite c'était la catastrophe, puisque derrière, évidemment, le consommateur ne peut pas acheter. Aujourd'hui, il manque 30 € de la tonne sur le blé pour pouvoir équilibrer les comptes. 30 €, c'est 3 centimes par kilo. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et ça, on n'arrive pas justement à l'acquérir pour être compétitif. Donc la question que moi je pose aux députés, c'est est-ce qu'on peut non pas revenir en arrière sur des lois, mais nous libérer un petit peu, éviter de faire des nouvelles lois qui en fait complexifient, et on a besoin de simplification. Sachant qu'on fait des lois pour simplifier. Pour simplifier les lois qu'on garde. Ouais. Et c'est ça le problème. On voit bien dans les administrations qui nous entourent ou dans la justice, c'est que ça devient de plus en plus complexe et complètement ingérable, quoi. Bon, il faut qu'on arrive à simplifier. On va laisser, par exemple, David Cormand répondre. Vous qui êtes eurodéputé écologiste. Quelles normes vous seriez prêt à supprimer? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, ces normes et la superposition des normes entre les normes françaises et les normes européennes, qui étouffent littéralement les agriculteurs, est-ce que vous les défendez ou est-ce que vous dites, effectivement, il y a un moment... Je ne suis pas du tout convaincu par l'analyse selon laquelle ce seraient les normes qui étoufferaient l'agriculture. Je pense que l'agriculture, ça fait 50 ans qu'un choix politique a été fait,
notamment par la France et qui a infusé en Europe, d'industrialiser notre agriculture. Cette industrialisation, elle a fait le jeu de 3 acteurs économiques principaux. Ceux qui produisent les intrants chimiques et les insecticides, c'est les Bayer Monsanto, qui en aval du travail agricole font d'énormes profits. Petite parenthèse là-dessus, la plus grosse opération économique d'acquisition d'une entreprise, d'une multinationale étrangère par une multinationale européenne, c'est quand Bayer a racheté Monsanto. 55 milliards d'euros. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu un tel investissement d'une multinationale européenne pour en conquérir une autre. Quand Bayer achète Monsanto, ce n'est pas pour favoriser le revenu des agriculteurs. Ce n'est pas vrai. C'est pour augmenter les siens. Deuxième acteur qui étrangle les agriculteurs, les géants de l'agroalimentaire. Moi, j'aimerais qu'on puisse parler de Lactalis, des géants du sucre. Ces grandes coopératives qui, au départ, étaient créées pour favoriser les revenus des agriculteurs, qui sont devenus maintenant des multinationales, qui les spolient. C'est ça la réalité. Dans la chaîne de valeur, c'est elles qui se gavent. Et ça, on n'en parle pas assez. Troisième affaire, si vous me permettez. Attendez, puisque vous parlez de Lactalis, puisque vous ouvrez cette parenthèse, je vais continuer de l'ouvrir avec vous parce qu'on a une histoire à vous raconter ce soir. Ça se passe dans l'Orne. C'est l'histoire d'un couple d'éleveurs laitiers qui a décidé, il y a maintenant 7 ans, d'arrêter de vendre son lait à Lactalis pour ne plus dépendre justement des prix du marché, notamment, mais aussi parce qu'ils étaient en quête de sens dans leur travail et dans leur exploitation. Donc, ils ont ouvert leur propre laiterie et ils ont lancé leur propre marque de lait et de produits laitiers. Ça s'appelle Pure Perche. Et c'est Hélène Bonduel qui s'est rendue dans l'Orne pour les rencontrer. Regardez. Allez, on y va. Mon père était lui-même éleveur laitier et mon grand-père aussi. C'est une histoire de famille. Après, j'ai rencontré mon mari qui, lui, était passionné d'élevage. Et tous les deux, on a décidé de s'installer sur la ferme familiale. Aurélie, elle, a choisi de rompre avec ce modèle familial. D'abord, les prairies ont remplacé les cultures de céréales. Et puis surtout, le couple a pris une décision radicale. Quitter le système industriel, ne plus vendre son lait aux géants de l'agroalimentaire Lactalis. Quand du jour au lendemain, vous décidez que c'est fini, vous ne vous ferez plus collecter par votre industriel, j'estime qu'il faut quand même avoir l'âme guerrière parce que le lait, c'est pas un robinet qu'on ouvre ou qu'on ferme. Nous, les vaches, c'est matin et soir, elles ont du lait toute l'année et le lait, ça se conserve pas. Alors, avec son mari et 2 autres fermes associées, ils ont créé leur propre marque de lait, Pure Perche. Depuis 7 ans, sa traite n'a plus la même saveur. Ça donne un sens à la vie quand même. En fait, j'ai repris ma liberté que j'avais pas avant parce que là, je sais exactement ce qu'on va faire de mon lait. Donc ça, pour moi, ça n'a pas de prix. On a un travail et on connaît la finalité de notre travail. Et la finalité se trouve à une vingtaine de kilomètres seulement. Dans cette laiterie flambant neuve, grâce au lait collecté chaque jour. C'est le lait des producteurs du coin. Tout est à proximité, donc ça fait vraiment... c'est en cycle court, quoi. Donc c'est vrai que c'est gratifiant. Des yaourts, des fromages et les fameuses briques de lait Pure Perche. Ici, la société transforme déjà 10 000 litres de lait par semaine. Mais elle espère multiplier par 10 la production. Si on ne se bat pas aujourd'hui pour protéger cette filière, notamment la filière laitière, demain on ne pourra plus en parler. Les produits sont vendus dans les épiceries et les supermarchés locaux. Une bonne initiative, forcément. Tout ce qui est pur local, c'est très bien. Moi, je vais aussi dans une épicerie locale où ils vendent les légumes locaux, etc. à nos gens. Bon, voilà, ce sont des choix, évidemment, personnels. L'objectif est maintenant d'accélérer les partenariats avec les collectivités locales pour que le modèle soit totalement viable. À terme, c'est un modèle qui va fonctionner. Je pense que dans chaque région, ce modèle il peut être transposable où des agriculteurs reprennent leur outil en main et puis se disent on fait de bons produits et on est capable de les vendre. En fondant leur marque, Aurélie et ses associés ont aussi permis de créer 13 emplois dans la région. Il y a un mot qu'on a entendu dans ce reportage, et je parle sous le contrôle de Mariette, c'est le mot choix. Oui. C'est un choix de la part de ces éleveurs, c'est aussi un choix de la part des consommateurs.
Exactement, et c'est aussi un choix de vocabulaire, un choix de mots et un choix de paradigme, comme on dit, c'est-à-dire avec l'agriculture, c'est un mot assez récent, agriculteur, c'est la révolution industrielle. On est dans l'industrie, rentabilité, etc. C'est un métier industriel nécessairement grand. Alors qu'avec ce qu'on vient d'entendre là, on est dans je crois, le mot n'a pas été prononcé, mais c'est quand même ça, la paysannerie, le paysan, on revient au local. Paysans et agriculteurs, de ce point de vue, ils nous indiquent une discussion politique. Est-ce que ça vous inspire C'est vraiment intéressant ce que vous dites entre le paysan et l'agriculteur. Alors moi je suis étudiant, certes, je suis aussi jeune agriculteur, je suis en train de Vous êtes étudiant en quoi? En agronomie, donc un parcours en ingénierie, et ensuite un parcours entrepreneurial à Polytechnique et HEC, et je reprends l'exploitation familiale. Et en parallèle, j'ai créé une société qui s'appelle TerraGro, on développe des systèmes d'intelligence artificielle pour simplifier le quotidien de l'agriculteur. Ce que vous dites entre paysannerie et agriculteur, moi ça me sidère en fait. Parce qu'aujourd'hui on joue sur des marchés qui sont internationaux, et l'agriculteur c'est un chef d'entreprise. L'agriculteur, c'est un dirigeant de PME. Il porte des capitaux qui sont lourds et qui sont très peu rentables. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse un choix politique. Donc, est-ce qu'on soutient l'agriculture française? Et auquel cas, il faut complètement aller à l'encontre de l'accord UE-Mercosur parce qu'on va être drivé par des marchés internationaux. Donc là, la paysannerie en tant que telle, elle ne sera pas viable parce qu'on le voit que les consommateurs aujourd'hui, leur plus grosse préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat... Alors, je rebondis parce que vous allez me dire dans certains cas que c'est pas plus cher. Je le conçois, chez les bouchers par exemple, mais il en est quand même que la grande distribution reste moins chère. Aujourd'hui, l'agroalimentaire reste moins cher que l'agriculture et de la consommation locale. Donc moi, ça me sidère en tant que jeune agriculteur d'entendre ça, parce que je m'installe et moi, je suis un chef d'entreprise. Et donc, je vais aller me battre contre des Brésiliens, contre les Argentins, contre l'Uruguay, contre la Pologne et contre l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on a besoin, moi je le dis, de transformer le système d'éducation, parce que les jeunes agriculteurs doivent connaître leurs coûts de production. Rémi, vous êtes administrateur du Cerf France. Aujourd'hui, les coûts de production ne sont pas connus de la part des agriculteurs. Et ça, c'est dramatique. Donc aujourd'hui, comment on fait? Quelle PME est gérée sans connaître ses coûts de production? Enfin, je vous pose la question, je pense qu'aucune PME n'est gérée sans connaître ses coûts de production. Donc aujourd'hui, il faut réformer le système d'éducation. Il faut que les jeunes agriculteurs soient des vrais entrepreneurs. Et qu'on porte... Je crois qu'il y a un professeur en lycée agricole dans le public. Vous pouvez lui répondre? Oui. Est-ce qu'il y a un problème aussi dans la formation économique, j'allais dire, des futurs agriculteurs? Alors non, aujourd'hui, donc dans la formation agricole, nous, il y a des formations spécifiques justement sur l'économique, l'économique agricole, mais après, c'est un peu... pour certains des futurs élèves qui finissent leur formation, comme il disait, c'est le saut dans l'inconnu. Aussi, sur un monde qui est connu et où on a des élèves qui sont motivés. On a 200 000 élèves dans les lycées agricoles, 40 000 qui sont potentiellement qui ont la capacité d'installation, mais sur ces 40 000, il va y en avoir qu'un tiers qui va pouvoir s'installer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on leur dit de faire ce qu'on appelle un parcours à l'installation, mais pour eux, c'est plus un parcours à l'installation, c'est un vrai parcours du combattant. Pourquoi? Parce qu'il y a le foncier qui rentre en compte, il y a aussi, on leur demande de faire des projections sur 5 à 10 ans, mais aujourd'hui, avec l'instabilité actuelle, c'est très très compliqué pour eux. Alexandre Nicolet, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Non, mais de manière très concrète, oui, il y a un effort à faire sur la transmission. Mais si vous permettez, je vais répondre sur un ensemble de choses qui ont pu être dites. Monsieur a évoqué tout à l'heure pour les betteraves, les problématiques avec aujourd'hui des normes et des produits qui sont interdits chez nous et qui sont autorisés dans d'autres pays. On en a suffisamment parlé, on parle du cas du Mercosur, je vais y revenir. Mais de manière très concrète, quand on parle, je suis désolé, on va revenir sur l'acétamipride, mais on est le seul pays à interdire l'acétamipride. Je prends un exemple, la filière noisette. Il y a eu des difficultés justement à cause d'un virus pour les noisettes. C'était impossible de produire plus de 5% de la consommation française. Donc on a importé 95% des noisettes consommées en France avec de l'acétamipride et avec les émissions de gaz à effet de serre que ça entraîne de manière supplémentaire. Vous voyez les mesures idéologiques, ce que ça peut entraîner. On parlait du Mercosur. Le Mercosur, on a signé donc cet accord, Madame von der Leyen, et je dis on parce que la France y a participé contre notre volonté, parce que les autres qui sont présents ici ont élu Madame von der Leyen et le commissaire à l'agriculture, Monsieur Hansen, qui ont défendu l'accord sur le Mercosur. Et d'ailleurs, ils ne font rien peser pour essayer de faire entendre la voix de la France, parce qu'ils veulent donner toujours plus à une Union européenne qui joue de plus en plus contre nous sur les accords internationaux. Le Mercosur, de manière concrète, parce qu'on l'évoque comme ça, on dit la filière bovine. On avait 40% de droits de douane.
on passe à 7,5% de droits de douane. Quand on parle de droits de douane, c'est rentrée d'argent supplémentaire pour nous, mais donc baisse des rentrées d'argent, et donc fiscalité supplémentaire et contribution supplémentaire de la France pour compenser. Et en plus, concurrence déloyale, parce que la différence entre ces 40 et 7,5%, ça fait baisser considérablement le prix et on rentre dans une concurrence déloyale avec du bœuf produit aux hormones. Vous voyez l'absurdité et les clauses de sauvegarde qui ont été ajoutées au début septembre par la Commission européenne. On est sur toujours 99 000 tonnes sur la filière bovine. C'est ce qu'on aujourd'hui on reçoit en importation sur la filière bovine. Donc on est sur la même quantité, mais sauf avec un prix qui va être inférieur. Vous vous rendez compte de l'absurdité? Vous m'avez coupé, mais je parlais du Mercosur et ensuite on évoquait un autre sujet. On a parlé des normes, on a parlé... Non, mais je parlais du Mercosur, le rendement, donc je parlais des transmissions, je suis désolé, je voulais aborder un troisième point. On parlait des difficultés à l'installation des jeunes agriculteurs. Si je peux me permettre, parce qu'on a parlé de rendement. Et c'était intéressant ça, sur les différences de rendement. Et là aussi, on est les seuls ici à s'être opposés au pacte vert. Il faut se comprendre ce qu'il y a derrière le pacte vert. Tout à l'heure, vous avez parlé du... Vous ne l'avez pas prononcé, mais c'était le bio que vous évoquiez. En réalité, le bio, ça peut être très bien, il y a un marché. Il y a un marché qui était de 6,8, on est descendu à 6,1, parce que les consommateurs ont moins de moyens. Et qu'est-ce qu'on fait en réponse à ça avec un marché du bio qui se réduit? On décide d'imposer à l'échelle française et européenne, 25% de bio et avoir des aides qui correspondent à ça. C'est-à-dire, on veut donner et inciter à produire pour quelque chose où il n'y a pas aujourd'hui de marché. Et quand on parle de rendement, mais vous le savez mieux que moi, mais le blé tendre, c'est 57% de rendement en moins, le bio. Vous avez l'orge, vous êtes à près de 50% de rendement en moins. Vous prenez filière par filière, vous avez un rendement en moins considérable. Avec évidemment donc des difficultés à s'aligner en termes de coûts aujourd'hui par rapport à d'autres pays si on suit ces trajectoires-là. Et donc, moi, j'en ai marre qu'on tape sur des agriculteurs qui ont fait en réalité, au-delà des postures idéologiques que certains veulent mettre en place en imposant à un moment où ça n'a honnêtement, ça a beaucoup moins lieu d'être, parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde est en agriculture raisonnée. Les agriculteurs, monsieur, vous travaillez sur l'IA, c'est un sujet qui m'a un peu intéressé, sur les drones GRK avec les capteurs multispectraux, avec la capacité de faire au centimètre carré près, justement, en termes d'épandage. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus précis, mais aussi pour des soucis d'économie, parce que pour les agriculteurs, il y a un rendement supplémentaire quand on consomme moins, évidemment, de phyto. Et donc, il faut arrêter de culpabiliser les agriculteurs français qui sont aujourd'hui ceux qui produisent avec le plus de règles et qui font en réalité encore plus attention que les autres et qui se retrouvent en difficulté face à une concurrence qui ne produit pas de la même manière. Et c'est ce qui explique, on peut toujours parler, mais les chiffres ne trompent pas. Il y a 25 ans, on était 2e pays exportateur. On est 7e, on est en voie de passer 8e. On peut refaire le monde, on peut en parler autant qu'on veut. Mais si on continue de suivre la même trajectoire, on va continuer vers une tiers-mondialisation qu'on a connue dans l'industrie et qu'on est en train de connaître dans l'agriculture française. Moi, déjà, pour parler des drones, c'est vraiment super intéressant. Il faut aussi se pencher sur l'accessibilité à la technologie. Aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher pour un agriculteur de s'équiper. C'est ça qu'il faut soutenir. Et il faut arrêter de se mentir quand on pense que les agriculteurs font tous de la précision. On va tendre vers ça. Mais si on veut faire de la précision, il faut pouvoir la financer. Exactement. Si on veut la financer, il faut de la rentabilité. Donc moi, j'ai décortiqué un petit peu la proposition de la Commission européenne sur la prochaine PAC, avec un budget proposé de moins 20%, quand même, ça il faut l'évoquer. Et en tant que jeune agriculteur, on va faire face à une restructuration du marché. C'est-à-dire que 150 000 exploitations vont changer de main dans les 10 ans et on ne voit pas de budget qui s'alloue à la reprise d'exploitation. Aujourd'hui, quelle est votre vision sur cette transmission d'exploitation, sur cette restructuration du marché? Et je prends vos mots, la paysannerie, est-ce qu'on va vers de la paysannerie ou de l'agriculture d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui va être compétitif à l'échelle internationale? Moi là-dessus, quand même, parce que je suis étonné que vous soyez étonné sur la dualité entre paysannerie et agriculture. Parce que mon analyse se discute, c'est que la difficulté dans laquelle est le monde agricole aujourd'hui, c'est précisément à cause de son industrialisation. Et notamment à cause de l'augmentation des investissements auxquels on a contraint un certain nombre d'agricultrices et d'agriculteurs. Quand vous avez un suicide tous les 2 jours dans ce domaine-là, c'est aussi lié à cela. Vous parlez de la difficulté des reprises d'entreprises. Mais reprendre une entreprise où il y a eu tellement d'investissements, où il faut mettre 2 millions d'euros, alors que, comme vous l'avez dit, il n'y a aucune certitude et assurance sur les revenus qui vont venir, je pense que c'est une très mauvaise direction. Et quand on parle de ce qu'on appelle l'agriculture de précision, très franchement, je vous le dis, en faisant ça,
on va transformer encore plus l'agriculture en un milieu professionnel ubérisé. L'ubérisation du travail, le premier domaine qui a connu ça à cause de l'industrialisation, c'est le milieu agricole. Et moi, je veux que les agriculteurs et les agricultrices, les paysannes et les paysans, reprennent le pouvoir sur leur vie. Aujourd'hui, on leur a volé le pouvoir. On leur a volé le pouvoir sur les prix d'achat, on leur a volé le pouvoir sur leur façon de produire, on nous a rien leur a volé le tout, pouvoir. Monsieur. Je vous remercie, on est des chefs d'entreprise, on pilote nos entreprises, on les pilote comme des adultes. Donc il faut arrêter aussi de nous prendre pour des enfants qui se font voler je ne sais quoi. Maintenant, la rentabilité, on n'en a rien à foutre. On a compris ça. D'accord ? Les seuls qui n'ont rien à foutre de la rentabilité, madame, c'est les multinationales, les gens de l'agroalimentaire qui vous contraignent les prix. C'est eux qu'on a rien à faire de. Allez-y, Marie. Voilà ce que ça donne la rentabilité sur nos exploitations. La rentabilité ces dernières années sur mon exploitation, c'est ce qui a permis de financer l'agroécologie. Voilà, la réalité, elle est là. Vous voulez bien nous expliquer dans le cas de votre exploitation ce que vous voulez dire exactement ? Très concrètement. Moi, aujourd'hui, je sème entre chaque culture des couverts. Je suis obligée de couvrir mes champs parce que réglementairement, je n'ai pas le droit de faire autrement pendant l'hiver, d'accord ? Sauf qu'au lieu de mettre 1 ou 2 semences, moi, j'investis. J'en mets 5. Puis, j'investis aussi dans des produits pour faire des essais pour ensemencer mes champs avec des bacilles, des trucs de yaourt là. Enfin, vous voyez, voilà. Merci, je perds mon mot par l'énervement. Donc, j'ensemence mes champs avec des levures que j'ai moi-même cultivées. J'y ai passé du temps, j'y ai mis beaucoup d'argent. Cet argent, il vient de ma poche, je ne suis pas obligée de le faire. Donc, c'est la rentabilité des années précédentes qui me permet d'innover. 2, aujourd'hui, je ne vais plus avoir de rentabilité. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligé de trop dépenser. Parce qu'en fait, on met tout notre temps, on passe tout notre temps et tout notre argent à essayer de courir après des marchés internationaux avec 2 boulets aux pieds. C'est à un moment donné, la rentabilité, il faut arrêter de cracher dans la soupe. La rentabilité aujourd'hui, comme dans n'importe quelle entreprise, c'est ce qui permet d'investir. Moi, je m'inscris en faux contre cette opposition. Ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. Je ne suis pas un paysan ou un agriculteur. Je suis une agricultrice paysanne, les deux à la fois. Et j'adore marcher en plaine, et j'adore faire mon métier, mais je le fais comme une chef d'entreprise. Mais vous avez face à vous des décideurs, des législateurs. Vous leur demandez quoi ce soir ? On leur demande de nous enlever les boulets des pieds. On commence par lequel ? On commence par quel boulet ? Je vais vous expliquer. Cette histoire de normes, on nous a expliqué tout à l'heure que ce n'est pas un problème de normes, c'est un problème d'agro-business. Très bien. Moi, je vais vous expliquer concrètement ce que c'est qu'une norme pénalisante. J'ai donc semé ces fameuses ces intercultures que je dois semer. J'ai décidé de faire une expérimentation. Plutôt que de couvrir 8 semaines mon sol, j'ai décidé que mon sol, chez moi, il serait couvert de juillet à mars, jusqu'à la culture suivante. Parce que je trouve que c'est meilleur et que ça va m'éviter un labour. Jusque-là, tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Le 23 septembre, donc pas plus tard qu'il y a 5 jours, je me décide à, en fait, retourner cette première interculture qui n'a pas bien fonctionné pour en semer une deuxième parce qu'elle sera plus efficace. Et entre-temps, j'ensemence avec mes fameux bacilles. Jusque-là, le parcours agronomique, mais pas mal. Voilà, j'ai mis de l'argent, j'ai réfléchi, j'ai même fait venir des conseillers sur mon exploitation pour essayer que ce soit les vers de terre et pas la charrue qui fassent le boulot. Je coche toutes les cases de tout le monde est content. Sauf l'Adréal. Vous voulez bien nous dire ce que c'est l'Adréal pour les téléspectateurs ? Régionale de je sais plus quoi et de l'agriculture. C'est l'administration. Ouais. Qui me dit qu'après le 20 septembre, je n'ai pas le droit de retourner ce couvert pour en semer un autre. Ça, c'est une norme pénalisante, débile, et qui m'empêche de faire de l'agroécologie. Et c'est quelle norme ? Pourquoi est-ce qu'on vous empêche à 3 jours près de retourner votre terre ? C'est la directive nitrate, voilà. C'est la directive nitrate. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de... ces réglementations débiles-là, il y en a plein. Dans la polyculture élevage. Non, mais c'est notre quotidien, monsieur. Non, mais je sais bien que c'est votre quotidien. C'est les sujets... Les autres réglementations débiles, moi j'ai appris ça dans la polyculture élevage. Si vous êtes obligé à un moment de replanter votre prairie. Si vous êtes dans votre dispositif, vous avez une prairie, au-delà de 7 ans, si vous ne la retournez pas et vous ne plantez pas dessus, vous perdez les aides. Alors qu'une prairie, plus elle est gardée longtemps, mieux c'est. Donc là-dessus, ces réglementations débiles-là, je suis complètement d'accord. C'est votre camp qui soutient ça, c'est énorme. Non, c'est vous qui avez voté la PAC. Vous êtes d'accord sur le constat, pourquoi est-ce que ça ne change pas ? Parce que quand on parle de simplification, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on est à Bruxelles, quand on nous parle de simplification là, ce n'est pas ces normes-là qui vont être mises en question.
C'est pas celles-là qui vont être... La réalité, c'est ça, madame. Moi, j'écoute ce que vous dites parce que moi, je ne suis pas agriculteur paysan. Donc, j'écoute ce que vous dites. Sur la façon dont les trucs sont votés, vous me croyez ou pas, je vois un petit peu comment ça se passe. Et quand on fait de la simplification de normes, qui est-ce qu'on écoute? Les lobbies. Qui sont les lobbies? Pas vous. Les lobbies de l'agro-industrie, les lobbies de l'agroalimentaire et les lobbies de l'agrochimie. C'est ceux-là qu'on écoute. Et c'est ceux-là qu'il faut combattre. Et il y a un autre sujet... Vous dites qu'il faudrait un vrai lobby agricole à Bruxelles? Non, je dis qu'il faut... Oui, enfin, non, surtout, il faut empêcher les lobbies qui détruisent l'agriculture de continuer à être écoutés à Bruxelles. Mais sur la question de la rentabilité, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Tout le travail que je fais en ce moment au sein de la Commission agriculture, c'est me battre pour que, dans la chaîne de valeur de la production-alimentation, la part qui n'a cessé de diminuer des agriculteurs, des paysans, augmente. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui se font de l'argent dans cette filière-là, c'est pour ça que je parlais d'ubérisation. Ce n'est pas du paternalisme. C'est qu'aujourd'hui, les firmes de l'agroalimentaire sous-traitent aux agriculteurs paysans la fourniture de matières premières, et c'est eux qui s'enrichissent avec. Et c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte qu'il y ait un égalim européen. J'essaie de faire en sorte que les aides à l'agriculture aillent vraiment aux agriculteurs. Alors, votre collègue du Parlement, de la Commission européenne, pardonnez-moi, votre collègue de Bruxelles n'a pas l'air très d'accord avec vous. Non, mais si, mais en fait, je disais, il y a déjà une loi Egalim française. En fait, il faut déjà que la loi Egalim française soit appliquée. Alors, vous n'avez rien compris à l'histoire. Il faut qu'elle soit européenne pour qu'elle marche. Mais non, parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elle est contournée. Elle est contournée, c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est pour ça que j'ai dit que je n'étais pas contre. Je dis qu'il faut évidemment qu'il y ait une loi Egalim européenne, mais il faut déjà que la loi Egalim française soit respectée. En fait. Non, elle ne pourra pas être respectée parce que les géants de l'agroalimentaire passent... Les géants de l'agroalimentaire passent par d'autres pays. Monsieur Cormand, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure sur l'agrobusiness, l'agro-industrie, etc., mais à aucun moment, j'ai l'impression, moi, en tant que jeune agriculteur, je me suis installé il y a 1 an et demi, j'ai l'impression que ce que vous votez, ça les impacte eux. C'est que j'ai l'impression que nous, ça nous impacte nous. J'ai l'impression, comme vous dites, de marcher avec 2 boulets aux pieds depuis 2 ans. Là, en 1 an et demi, au-delà de l'aspect et du parcours du combattant de l'installation, je suis déjà en train de me poser la question du devenir de est-ce que je continue à produire des betteraves en France? Selon ce que vous dites, visiblement, c'est de l'agrobusiness. Moi, je suis désolé... En Seine-et-Marne, les 2 dernières sucreries privées de France, c'était chez nous et elles ont disparu l'année dernière. Et avec le Mercosur qui vient d'être signé, c'est encore du sucre qu'on va importer et pas avec nos normes et au détriment de cette filière-là. C'est assez dramatique de voir ça parce qu'au-delà de la betterave, quand même, c'est vertueux. Hein. On produit du sucre, la sucrerie tourne en autonomie électrique durant toute la récolte et en plus on a des coproduits pour l'élevage. Moi j'ai les appellations Brie-de-Meaux, Brie-de-Melun, sans la betterave il n'y a plus ces appellations chez moi. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on veut toujours de cette souveraineté alimentaire? Parce que franchement c'est quand même un mot qui est employé dans les médias depuis la colère vraiment paysanne depuis 2024, des agriculteurs comme vous voulez, mais je ne ressens pas, en tout cas de la part du Pacte Vert par exemple, une volonté d'aller vers ce schéma agricole, d'encourager les paysans. Je vois toujours plus de normes, plus de contraintes. Et franchement, quand je vois le deal du Mercosur, en gros, dans l'aspect économique, on pense que ça va augmenter de 0,1% la croissance de l'UE et 0,3% pour le Mercosur. Donc j'ai l'impression que de base, on est perdant dans ce deal. Pourquoi ça a été fait? Alors ça, le Mercosur, d'abord, vous dites vous votez. Moi, la PAC, telle qu'elle s'applique aujourd'hui, je ne l'ai pas votée. J'ai voté contre. Le groupe a voté pour. Non, mais non, moi, je veux préciser quand même. J'ai voté contre, mais vous préciserez. Ça, c'est les faits. Et deuxième chose, sur le Mercosur, ne dites pas qu'il est signé. Parce qu'il n'est pas... Non, mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous fait croire qu'il va être adopté. Or, ce n'est pas du tout fait. Il y a plusieurs étapes là-dessus. Et là, il y a un retournement de veste de la part de Macron qui me révulse. Il était le premier à dire « menez le combat contre ce Mercosur ». Et là, dans votre reportage, vous parlez des clauses... de sauvegarde. Mais franchement, c'est du baratin. L'accord, tel qu'il a été fait, il a été signé par Mme von der Leyen en Amérique, il ne bougera plus. Donc il y aura de l'habillage, on va expliquer, oui, c'est comme le sketch de Coluche. Les clauses miroirs, les clauses de sauvegarde. Mais non, mais votre groupe a voté pour. Non, une majorité de mon groupe ne l'a pas voté, mais peu importe. Moi, je ne suis pas dans le truc politicien. Si vous voulez, moi, je n'ai pas voté pour von der Leyen. Donc la question sur le Mercosur, il y a 2 étapes décisives. Et vraiment, moi, je veux que la manifestation qu'il y a aujourd'hui, je sais que la Conf en fait une mi-octobre, il faut qu'on fasse un front commun, parce qu'on peut gagner ce combat. Il y a le vote de la France au Conseil. Il faut contraindre ce gouvernement à ne pas voter le Mercosur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de ministre de l'Agriculture. En ce moment, il est démissionnaire.
Oui, mais ça, c'est... D'ailleurs, je me demande dans quelle mesure. Bref, et il y aura une autre étape. Et là, là-dessus, il faudra qu'on soit tous ensemble. Alors vraiment, c'est le vote au Parlement. C'est le vote au Parlement européen. Le Parlement européen devra voter ou pas ce Mercosur. Et moi, je pense qu'on peut trouver une majorité contre au Parlement européen pour qu'il ne s'applique pas. Techniquement, il a été scindé en deux justement pour... Non. Le scinder en deux, vous avez raison. Ils ont magouillé, ils l'ont scindé en deux. Pourquoi ? Pour ne pas passer par le vote de tous les parlements nationaux. Voilà. Mais même la partie que vous avez... La partie... ils ne peuvent pas passer sans le Parlement européen. Donc ça passera au vote du Parlement européen. Et donc il ne faut pas se mettre dans la tête que le combat est perdu. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. C'est ce que von der Leyen veut nous faire croire. Il n'est pas perdu. Et ce qui va être décisif notamment, je vous le dis, chers collègues, ça va être le vote des députés européens macronistes au Parlement européen. Leur vote, ils sont 13, sera décisif, donc il faut mener ce combat et aller faire des manifestations en Allemagne aussi. Un mot d'Alexander Nicolic. Parce que vous l'avez très bien souligné sur la différence de ce que ça va, à qui ça va bénéficier réellement le Mercosur. Et les seuls à qui ça va bénéficier au sein de l'Union européenne, c'est surtout aux Allemands et notamment par rapport aux voitures. Et donc aujourd'hui, on a favorisé cette filière-là, et Mme von der Leyen, c'est ce qu'elle a fait, au détriment de l'agriculture française. Et on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait une Union européenne qui joue contre nous. Quand on vous parlait tout à l'heure de la PAC, elle va diminuer de 2 milliards d'euros. Donc Mme Genevard dit « Oh là là, mais je ne comprends pas pourquoi, c'est choquant ». Mais à un moment, ça suffit de toujours se dire « On cherche à faire des économies ». Et qu'est-ce qu'on décide de faire ? D'augmenter notre contribution à une Union européenne qui joue contre nous sur les accords avec Trump, en priorité contre la France, qui joue contre nous en signant l'accord sur le Mercosur, et qui systématiquement s'oppose à nos intérêts. Vous vous êtes opposé justement, on l'avait à l'Assemblée nationale, on avait demandé... Ce sont vos amis qui vont, quand Trump investit, c'est vos amis qui allaient... Mais pas du tout, justement, nous on est dans un rapport de force. Je ne vais pas refaire ce débat. Tout de suite, moi je vais prendre la parole. Ce que vous faites ici, c'est ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment. On ne va pas vers le progrès. On a le droit de débattre. Mais c'est un sujet important, monsieur. Non, si je peux me permettre, je vais finir parce que vous dites, vous allez dire, vous polémiquez. Non, faire en sorte, je suis désolé, mais faire en sorte, parce que ça vous concerne, faire en sorte qu'on puisse mettre la pression sur l'Union européenne pour défendre nos intérêts en disant stop. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Union européenne si la France ne contribue pas en perdant près de 10 milliards d'euros par an grâce aux impôts des Français. Eh bien, c'est un moyen et un levier pour leur mettre la pression et pour que ce qui est voté au sein du Parlement européen par la Commission européenne arrête d'être contraire aux intérêts des agriculteurs français. Ce n'est pas de la polémique à 2 balles où je cherche à faire des conflits ou quoi que ce soit. Je tiens à le préciser. Je ne dis pas que vous faites de la polémique. C'est ce qu'on voit en ce moment dans le paysage politique. La précédente émission était à ce sujet. Aujourd'hui, on n'est pas représenté par nos politiques. Nous, moi, en tant que jeune agriculteur, moi, ce que je veux voir, c'est le futur. On parle de la PAC. Aujourd'hui, vous êtes là à vous tirer des balles sur ce qui a été voté dans le passé. Mais il faut qu'on arrive à avancer. Moi, je ne suis pas d'accord avec vos propos, mais je les entends et je les comprends. Donc, il faut qu'on avance. Quand on parle des politiques du ministre de l'Agriculture qui va être nommé, mais aujourd'hui, il faut qu'on nomme un ministre qui verra le futur de l'agriculture. Oui. Il faut qu'on nomme un ministre qui sera acteur du changement. Et moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la politique, aujourd'hui, elle s'affronte sur du passé. Et elle s'affronte... Mais si, il faut qu'on avance. Mais je vous parle de la contribution. Maintenant, si on dit stop, on arrête de contribuer autant, et c'est ce qu'on a demandé, en disant si vous ne revenez pas, si la Commission européenne ne revient pas sur cet accord avec le Mercosur ou sur ces négociations avec Trump qui sont contraires aux intérêts français, ça n'ira pas. Et c'est pour ça que vous parlez du futur. Oui, il faut revenir sur ce pacte vert. Qu'est-ce que c'est que ces règles et ces normes qui nous pénalisent dans un monde ouvert, parce qu'en même temps, on signe des accords internationaux avec des règles qui ne sont pas les mêmes, et en plus avec des visions, je ne veux pas taper sur le bio, je le disais, il faut qu'il y ait un marché, mais avec une vision totalement idéologique en disant il y aura 25% de bio, en s'en prenant aux réserves d'eau. En fait, on se plaint du réchauffement climatique, mais on ne veut pas s'y adapter. Vous parlez tout à l'heure d'IA. L'humain a toujours trouvé des solutions face aux difficultés qu'on peut rencontrer. Et moi, j'ai envie de parler de futur aussi. Mais pour ça, il faut en parler concrètement et se dire qu'on ne peut pas accepter, même si ça a été un vote passé, mais c'est un vote qu'on peut changer et on peut revenir dessus parce qu'on va droit à la catastrophe. Ce qu'on est en train d'évoquer avec un déclin de notre agriculture, il va s'amplifier si on continue de signer des accords de libre-échange internationaux et en fixant toujours plus de règles et de normes qui pénalisent l'agriculture française. Je voudrais aussi qu'on ait ce soir une pensée pour les agriculteurs des Alpes, de Savoie, de Haute-Savoie, du Rhône et de l'Aisne qui n'ont pas pu participer aux manifestations ce matin en raison de cet épizootie qui fait rage là-bas. Ça fait partie des crises sanitaires aussi que va devoir gérer le prochain ministre de l'Agriculture, la dermatose nodulaire contagieuse. La maladie a été décelée fin juin sur des bêtes de Savoie et de Haute-Savoie. Aujourd'hui, on en est à 79 foyers détectés dans 47 élevages. L'abattage total des foyers infectés a causé, vous allez le voir, une très
à vive émotion chez les éleveurs. C'est un reportage de Katia Gilder avec Juliette Prunier à Saint-Ferréol, en Savoie. Regardez. Tac. Donc voilà. C'est tout vide. Donc là, il y avait 48 vaches laitières et 20 veaux qui étaient de l'autre côté dans la nurserie, donc qui ont été dépeuplés le 22 juillet. Voilà, 2 mois. Nicolas n'a rien pu faire pour sauver son troupeau. Quand un cas est détecté dans un élevage, toutes les vaches sont abattues. Moi, depuis que je sais marcher, je viens là, quoi. Donc, j'ai 40 ans à la fin de l'année, c'est 40 ans de ma vie, quoi. Voilà. Salut, ça va? Guillaume, le cousin de Nicolas, a eu plus de chance. Sa ferme est à moins d'1 kilomètre. Ses vaches n'ont pas été touchées par la dermatose. Mais pour éviter une nouvelle contamination, l'État impose des restrictions sanitaires drastiques. J'ai un voisin encore plus proche, on est à 50 mètres, 100 mètres. Je n'ai pas le droit de lui vendre une vache. Alors que nous, aujourd'hui, on est en surnombre, ainsi dire, et on n'a pas le droit. Dans son malheur, Nicolas compte une quinzaine de vaches rescapées, restées en pâturage dans la montagne. Mais il ne peut pas les ramener tant que sa ferme n'a pas été totalement désinfectée. La traite se fait dehors. Notre bâtiment n'a pas été lavé en temps et en heure. Pendant un mois, on nous a dit « vous occupez de rien, l'entreprise va venir laver le bâtiment ». Et au bout d'un mois, on nous a dit ben, « voilà la liste d'entreprises, c'est à vous de les contacter, c'est à vous de lancer tout, de contacter vos banques, demander une garantie financière ». Aujourd'hui, si les choses avaient été faites correctement, comme elles devaient être faites, on serait dans nos bâtiments avec nos animaux. Pas de vaches dans le bâtiment, cela veut dire pas de revenus. Et l'indemnisation de l'État tarde à venir. Aujourd'hui, on ne gagne rien. Hein. Là, on dépense beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de rentrée d'argent. On espère que ça ira vite, aussi vite que l'effort qu'on nous a demandé. Nous, en 48 heures, on nous a tout pris, il a fallu aller vite. Et aujourd'hui, je trouve que l'État ne va pas assez vite de ce côté-là. Voilà, là, c'est les 2 dernières qui sont nées. Nicolas attend la levée des restrictions pour pouvoir repeupler son troupeau. Le dernier cas de dermatose a été détecté le 6 septembre. 1728 bovins ont été abattus dans le département. Il y a des agriculteurs de la coordination rurale de l'Aveyron et de la Lozère qui ont bâché ce matin le fameux taureau de l'Aïeul. Vous savez, c'est la statue qui est à l'entrée de la commune pour protester contre la gestion catastrophique de cette crise de la dermatose nodulaire. Ça vous fait réagir? Oui. Oui, merci de me donner la parole. Justement, je pense que c'est un bon exemple de règlement qui est un petit peu absurde parce que je crois que c'est 15 000 vaches chaque année qui sont saines et qui sont quand même abattues en prévention. Et ça, en fait, c'est justement pour permettre à la filière exportatrice de garder le label France indemne. Et en fait, comme on a vu, c'est des agriculteurs indépendants qui perdent tout. C'est dramatique. Et donc moi, en fait, j'ai envie qu'on parle des normes pour soutenir l'agriculture industrielle exportatrice et qui se fait au détriment de la grande majorité des petits paysans qui, eux, ont peut-être d'abord envie de produire local et de vendre à leurs voisins et peut-être pas tout de suite de se lancer dans le marché contre l'Ukraine, le Brésil. Et je pense qu'on ne parle pas assez de ces vraies normes qui, pour le coup, impactent très durement la vie des agriculteurs. Là-dessus, c'est vraiment intéressant parce qu'on parle parfois, alors c'est un terme un peu de surtransposition. On dit en France... La surtransposition des normes. Le problème en France, c'est qu'on surtranspose des normes européennes en pire. Là, on a un très bon exemple de surtransposition, puisque, alors ce n'est pas le cas spécifiquement de la dermatose, mais d'une manière générale en France, et vous avez très bien expliqué la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'il y a une surtransposition française demandée de la part d'acteurs majoritaires dans ce domaine qui veulent qu'on fasse un surabattage de bêtes, plus qu'on le fait dans d'autres pays d'Europe, pour favoriser quoi? De l'export. On n'est plus dans la souveraineté, quand on a une stratégie qui est avant tout tournée vers l'export. Et ça, je pense que c'est une erreur qui, en plus, crée non seulement des drames humains qui, je pense, nous touchent toutes et tous, mais qui fragilise nos terroirs. Parce que dans l'élevage, notamment dans des territoires comme celui-ci où il y a des AOC, les paysans, les agriculteurs, les éleveurs, ils ont sélectionné pendant des années pour avoir un cheptel qui correspond à un certain type de production. Et du jour au lendemain, on leur saborde ça d'une façon, d'une brutalité Éric Martineau, que rien ne justifie. Ça a été mal géré cette crise?
Je ne sais pas si ça a été mal géré. Moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, qu'on écoute un peu plus la parole des scientifiques qui doivent donner des conseils et nous aider sur des sujets pareils. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que nous, dans les végétaux, on a connu exactement la même chose. La maladie du feu bactérien, à une période, bon, c'est pas dans l'actualité d'aujourd'hui, mais dès que vous trouviez une branche de ce feu bactérien, on arrachait complètement nos vergers, tout était brûlé, détruit. Aujourd'hui, on a appris à vivre avec. Ce que j'aimerais, c'est que, justement, oui, qu'on fasse confiance aux scientifiques. Parce que le politique, bien souvent, et on le voit au sein de l'Assemblée nationale, méconnaît la réalité du terrain et se fie à quelquefois des courants de pensée qui sont vraiment idéologiques ou dogmatiques dans les courants politiques. Et ça, honnêtement, ça me dérange. Alors, dire que ça a été mal géré, honnêtement, le fait qu'il y ait une instabilité politique, que ce soit très compliqué, qu'on ne puisse pas solliciter, moi j'encourage mes collègues députés justement à se calmer un petit peu, d'arrêter de penser à 2027 et de voir la réalité d'aujourd'hui, parce qu'il y a des agriculteurs qui ont besoin qu'on les écoute et qu'on puisse leur répondre. Aujourd'hui, si on veut intervenir auprès de la ministre de l'Agriculture, c'est quand même pas la chose la plus facile, étant donné qu'on n'est pas forcément là, il n'y a pas de questions au gouvernement, il n'y a rien, il ne se passe rien. Si vous me demandez, j'aimerais bien qu'on bosse, oui. Ben, on surveillera vos travaux à venir alors, parce que cette session parlementaire, elle va bien reprendre, non mais dans l'hémicycle. Voilà. Oui, bah, j'espère. Merci. Juste une question quand même par rapport à très vite. Et ce que vous disiez tout à l'heure, ça veut dire que, si je vous comprends bien, si on ferme nos frontières et qu'on faisait qu'un marché intérieur sur l'élevage, vous seriez enclin à supprimer cette norme? C'est pas ce que je dis. Moi, cette norme, d'abord, si j'étais au pouvoir en France, je ne ferais pas de surtransposition. Je ferais la même règle que dans les autres pays européens qui exportent également. Il ne faut pas croire que, du coup, on n'aurait plus le droit d'exporter. C'est que certains pays demandent ce label spécifique, et pour avoir ce label, il y a un principe où, sans raison scientifique, c'est une raison purement, qui est aussi idéologique, de business model, on va surtuer ces cheptels. Et donc moi, je suis opposé à ça. Il y a déjà des normes sanitaires européennes, bien sûr, pour protéger la consommation humaine, elles existent déjà. La question là, c'est pourquoi la France surtranspose. Elle ne devrait, de mon point de vue, pas le faire. Merci. Je suis obligée de vous arrêter parce qu'on est déjà très en retard et qu'un autre sujet d'actualité a aussi rattrapé le programme de cette émission. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir tous été cordiaux entre vous. Il me semble qu'il y a eu un échange assez constructif. On a surtout fait des constats. Je ne suis pas sûre qu'on ait apporté beaucoup de solutions, mais c'était important quand même de se parler sur tous ces sujets. On va passer tout de suite au mot de la semaine et c'est avec Mariette Darigrand. On a parlé de paysannerie tout à l'heure avec Mariette, mais Mariette, vous vouliez aussi vous arrêter ce soir sur une expression qu'on entend beaucoup depuis hier et qui est finalement assez étrange. Écoutez. Exécution provisoire. Exécution provisoire. L'exécution provisoire. Avec exécution provisoire. L'exécution provisoire. Exécution provisoire. Alors, j'essaie de me remémorer mes cours de sciences du langage. C'est un oxymore? Absolument, Adeline, un oxymore, c'est-à-dire une contradiction dans les termes, évidemment, parce que provisoire, c'est ce qui ne dure pas, et exécution, c'est définitif. Alors, comment ça fait beaucoup sourire tout le plateau, Mariette. Ça s'est fait par le vocabulaire du droit, qui est un vocabulaire compliqué et qui envoie beaucoup d'imaginaire pour des gens comme nous, je pense, qui n'ont pas cette expertise. Oui, on n'est pas tous des juristes. Voilà. Alors pour les juristes provisoires, en l'occurrence, ça veut dire immédiat, c'est-à-dire que c'est pour lutter contre la lenteur de la justice. Bon, on va exécuter avant même qu'il y ait, mettons, un procès en appel. Mais peut-être pour nous, ça veut dire plutôt emprisonnement, parce qu'on pense à, bien sûr, détention provisoire, qui est un vrai problème dans notre pays, ça dure trop longtemps, etc. Et là, ça commence à nous raconter quelque chose qui est que dans les moments de 3, 4 mois, 2 ans, etc., on mélange des gens qui ont des peines qui n'ont rien à voir, enfin qui sont parfois minimes, parfois... Pour le président Sarkozy, ce qui lui est reproché est grave, et très grave. Donc il y a un effet symbolique très puissant. Et ça rejoint d'autres récits où des personnalités, je sais pas, du cinéma, du sport, de la politique, sont tombées de leur piédestal. Voilà, ça c'est un récit qui est très populaire, tout le monde aime bien ça fait un peu rire. Et c'est complètement lié au mot exécuter, parce qu'il a un double sens très... Voilà, exécuter une tâche, chacun de vous, de nous le fait, et on comprend bien, c'est faire quelque chose. Mais ça veut dire aussi, surtout en ce moment, dans le français contemporain, exécuter, c'est tuer. Et ça, nous avons beaucoup de récits violents qui nous le racontent,
fortes, ça peut être des faits divers sanglants, comme des récits de séries, par exemple, ou de films. Il n'y a quand même pas eu une volonté d'exécuter Nicolas Sarkozy? Comme vous y allez, pas dans le réel peut-être, mais dans l'imaginaire, il y a quelque chose comme cela qui se fait. Et c'est lié à un petit détail de langage récent. Vous avez remarqué qu'on ne dit plus tellement le gouvernement, mais on dit l'exécutif. C'est tout à fait à méditer. Parce que là se boucle quelque chose sur un plan de notre imaginaire qui serait le sentiment pour beaucoup de gens d'être plus ou moins exécutés, surtaxés, mal considérés, etc. Et peut-être l'envie d'exécuter à leur tour les gens qui exécutent mal leurs tâches et qui exécutent les citoyens. Alors bien sûr, l'exécutif, ça vient du vocabulaire savant. Oui, c'est la science politique, pouvoir juridique, législatif, judiciaire, exécutif. Voilà, mais ça c'est pas dans le vocabulaire populaire. Pour nous, exécutif, c'est ce que je viens de vous dire, et là, tous les présidents sont concernés, pas que Nicolas Sarkozy. Ça raconte cette histoire de chute des puissants dont vous parlez. Et puis vous savez bien qu'en France, finalement, exécuter le roi en le guillotinant, ça reste un mythe quand même assez imaginaire, assez puissant. Eh bien, voilà qui est dit et qui a beaucoup fait sourire à la fois nos invités et à la fois notre public. Je voulais vraiment vous remercier ce soir d'avoir joué le jeu de l'échange. Merci à vous. Et merci surtout à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Chaque Voix Compte revient mardi à 19h30. Dans un instant, vous retrouvez Débat Doc avec Jean-Pierre Gracien. Lundi à 19h30, vous retrouvez Francis Letellier pour l'Indice et Politique. Il recevra Manuel Bompard. Si vous aussi, vous souhaitez assister à l'émission, faire partie du public, assister ou même participer en posant des questions à nos invités députés ou eurodéputés, vous pouvez flasher le QR code qui apparaît ici sur votre écran. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à mardi prochain.